Purple. Cette histoire est assez impressionnante. Alors, à ceux qui l'écouteront, n'ayez pas peur, à part si bien sûr vous êtes comme moi, dans la même situation. Il y a peu de temps, un ami à moi m'a raconté qu'une amie d'une de ses amies aurait vécu une tragédie, plus précisément une disparition des plus étranges. La veille de sa disparition, elle passa une journée normale. Le soir, elle rentra des cours et comme à son habitude, elle dîna avec ses parents, se doucha et alla se coucher en souhaitant une bonne nuit à sa famille. Au petit matin, la mère de la jeune fille, trouvant que sa fille mettait bien du temps à se lever un jour d'école, alors qu'elle n'était jamais en retard pour se préparer, décida d'aller jusqu'à sa chambre pour la réveiller. Mais quand elle ouvrit, elle n'était plus là. Il n'y avait personne. Elle la chercha de partout dans la maison, mais rien. Bien sûr, aucun signe d'infraction n'avait été commis, que ce soit dans la chambre ou même dans la maison. La seule chose qui avait bougé était la grande porte du placard, qui n'était plus fermée, mais grande ouverte, ce qui n'était pas forcément très étrange pour la mère de la jeune fille. Mais, s'affolant de ne pas voir sa fille, elle appela la police. Quand les agents de police arrivèrent sur les lieux, ils constatèrent, eux aussi, qu'aucun signe d'infraction n'avait été commis dans la nuit et aucune preuve n'avait été laissée par le ravisseur. Les parents verrouillaient tout le temps leurs portes et la jeune fille de 16 ans avait certes le double des clés, mais ce qui était très troublant, c'est qu'elles étaient restées dans son sac de cour et qu'elle n'avait elle-même rien pris qui puisse penser à une fugue. Tout le monde la chercha pendant plusieurs mois, sans avoir aucune réponse de sa disparition. La police a classé cette affaire en disparition non élucidée et surtout inexpliquée. Je ne sais pas si toutes ces personnes continuent encore à la chercher. Je pense que oui, mais selon mon ami, cela s'est produit il y a déjà 3 ans de ça. Et rien n'a jamais abouti. Il m'a aussi raconté que derrière cette histoire, il se cachait autre chose de bien plus terrifiant. L'ami de mon ami avait raconté que cette jeune fille s'était confiée plusieurs fois à lui, en lui racontant qu'elle entendait des choses se passer dans son armoire la nuit, qu'elle entendait comme des bruits étranges, et qu'elle ne comprenait pas d'où provenaient les bruits. Car quand elle se dirigeait vers l'armoire pour chercher l'origine de ces bruits, il n'y avait rien. Ça commençait vraiment à la terrifier, au point de ne plus dormir la nuit. Les bruits ont duré pendant plus de 2 semaines, selon son amie. Puis un jour, elle a commencé à dire qu'elle commençait à voir de gros yeux bleus au fond de son placard quand celui-ci s'ouvrait. Elle lui a raconté ça bien fatiguée, les 2 jours d'avant la veille de sa disparition. Le 3e jour, quand ils se sont vus, elle lui a encore avoué qu'elle avait vu ses yeux bleus brillants, encore une fois, durant la nuit, au fond de son placard, mais que cette fois-ci, elle avait très clairement entendu un grognement qui pour elle voulait dire quelque chose de bien spécifique. Elle aurait entendu Purple. C'est la dernière fois que son amie l'aurait vue, car le lendemain, elle avait disparu. Il l'aurait bien sûr dit, comme vous vous en doutez, à la police, mais les agents ne l'auraient pas pris au sérieux, en pensant juste que la fille tombait petit à petit dans la folie. Je ne veux pas vous dire le nom de mon ami, alors je vais donc l'appeler par son surnom, Josh, au moins pour la suite de mon histoire. Josh m'en a donc raconté un peu plus. Son ami penserait que ce serait un monstre qui se serait attaqué à cette fille et que ce monstre s'appellerait Purple. Depuis sa disparition, il serait hanté par des regrets, comme n'avoir pas pris au sérieux ses propos et n'avoir rien fait. Il aurait donc fait énormément de recherches
pour comprendre et élucider ce mystère, ou plutôt pour rendre justice à cet ami, si cher à son cœur. Purple, drôle de prénom pour un monstre, me suis-je tout de suite dit. Eh bien, ce nom a tout son sens justement dans l'histoire que l'on a racontée à Josh. Les recherches abouties par l'ami de Josh sont que dans la véritable histoire, Purple viendrait voir des personnes qui ont des problèmes avec les couleurs, et plus spécifiquement, les daltoniens. Il resterait là, à les surveiller, et se jouer d'eux, dans leur armoire où ils se cachent. Et au 3e jour, avant de venir les voir, il montrerait petit à petit sa forme monstrueuse. D'abord, en faisant voir ses grands yeux mauves, que les daltoniens verraient bleus. Ensuite, il dirait son nom, pour que ses victimes prennent conscience que c'est lui seul qui viendrait les chercher, jusqu'à se montrer totalement. Par contre, il ne s'appellerait pas Purple par rapport à ses yeux mauves, mais en rapport avec la question qu'il poserait aux personnes qui viendraient chercher les personnes daltoniennes. À minuit 30, exactement, du 3e jour, où il se montre, il sortirait complètement de sa fameuse cachette, avec dans chaque main une boule de 2 couleurs différentes, une boule bleue et une boule noire. Il s'approcherait doucement de sa proie pour poser une seule question. Où est le mauve? Il demanderait donc à la personne de choisir la bonne couleur. Toujours dans l'histoire, si la personne prend la couleur mauve, alors elle restera en vie et il partira. Par contre, à l'inverse, si elle se trompe et qu'elle choisit la couleur bleue, il l'emportera avec lui pour la dévorer et son âme demeurera près de lui pour toujours, sans jamais trouver paix et repos. Ces personnes ayant donc cette maladie ont une chance sur 2 de se planter complet, et je suis bien placé pour le savoir. Eh bien, pourquoi ? Car moi-même, je suis malheureusement daltonienne, et je ne pourrais même pas vous dire de quelle couleur est le violet, car tout simplement, je ne le vois que bleu. D'ailleurs, c'est très difficile dans la vie de tous les jours, quand des personnes regardent un tableau et s'émerveillent devant celui-ci. Eh bien, moi, je le regarde, et je me demande pourquoi. Parce que, pour moi, toutes les couleurs se ressemblent. Et j'aimerais vraiment, au plus profond de moi, pouvoir aimer les peintures, adorer les musées d'art. Mais vous comprenez bien que quand on ne voit pas les nuances, il est impossible d'apprécier cela. Ce serait comme de demander à une personne myope d'enlever ses lunettes et d'admirer le ciel qui est en face de lui, avec détail. Et c'est vrai, quand je regarde les paysages de ce monde, tout cela est bien terne et monotone. Mais avec le temps, on prend l'habitude. On ne s'en rend pas vraiment compte après tout. C'est comme cela. On est né comme ça. Revenons-en à Purple plutôt. Vous allez me dire certainement que ce n'est qu'une terrible et effrayante légende urbaine. C'est exactement ce que je pensais quand Josh m'a raconté cette histoire. Puis, aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente de la chose. Je pense qu'il voulait me mettre en garde quand j'ai eu enfin le courage et l'honnêteté de lui dire que j'étais daltonienne, quand il m'a suggéré d'aller visiter un musée. Je ne pense pas qu'il voulait me faire peur. Je suis sûre que ce n'était pas son but premier. Je pense plutôt que quand je lui ai appris la nouvelle, il a plus eu peur pour moi en sachant cette histoire qu'autre chose. Et je pense j'aurais dû plus attentivement l'écouter, que j'aurais du moins prendre cela à la légère. Car cela fait maintenant quelque temps que j'entends des bruits moi aussi dans ma chambre, dans mon armoire plus précisément. Ce n'est pas récurrent, mais je les entends quand même. Et depuis maintenant 3 jours, la porte de mon armoire s'ouvre, voyant des yeux bleus qui me regardent au fond du placard. Est-ce mon imagination ou est-ce seulement vrai ? Si cela est vrai, alors ce sera peut-être mon dernier jour ici. Et si c'est l'inverse, et juste moi qui imagine tout ceci, alors tant mieux.
Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes vous-même daltonien, et si cette histoire est réelle, je vous souhaite donc bonne chance face à Purple. Car il sait très bien ce qu'il fait, et quand ce monstre demande qu'on lui montre la bonne couleur, cela reste juste un coup de chance pour nous, daltoniens, et rien d'autre. Il le sait. C'est justement pour ça qu'il nous a choisis, nous, en victimes. Selon l'ami de Josh, ce monstre existe depuis la nuit des temps. Et selon mon ami Josh, il y aurait eu plein de cas répertoriés de disparitions inexpliquées où tous les disparus étaient seulement daltoniens. Mais vous le savez, et moi aussi, la police ne croira certainement pas à ces explications et pensera seulement à un serial killer. Oui, juste à un affreux serial killer. Tout est fermé chez moi. J'attends mon sort actuellement. Je pense à présent que c'est ma dernière nuit, vu le grognement que j'ai entendu. J'espère vraiment pouvoir avoir de la chance et m'en sortir. Oui, c'est tout ce que je souhaite. Je me demande juste une chose. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on ne lui répond pas, justement? Est-ce qu'il nous emmènerait avec lui? Ou viendrait-il nous harceler toutes les nuits jusqu'à avoir une réponse? Telle est la question. Pour ceux qui seront dans ma situation, eh bien encore une fois, bon courage à vous. C'est la seule chose que je peux vous souhaiter après tout. J'ai préféré raconter cette histoire pour avertir seulement et non vous faire peur. Pensez que ce n'est qu'une légende urbaine ou une histoire d'horreur, comme je l'ai déjà dit. Pour ma part, je pense qu'elle est vraie, vu que je vois très bien ses yeux devant moi, me regarder, caché dans mon placard. J'attends juste 00h30 maintenant, l'heure où il sortira, pour que je choisisse la bonne couleur. Bleu ou mauve? Dans mon panier de Pâques. Je ne suis pas comme les autres jeunes filles de mon âge. Je suis différente. Alors que les autres aiment se maquiller le visage de crème, de fond de teint, de mascara et autres, avant de poster le résultat sur leur compte Instagram, moi je préfère rester naturelle, sans artifice. Car rien ne vaut le naturel, n'est-ce pas? C'est ce que me dit toujours ma grand-mère. Enfin, ce n'est pas vraiment ma grand-mère en fait, mais je la considère exactement comme telle. Je l'adore. Elle m'a toujours encouragée à suivre mon Insta, à faire ce que mon cerveau me disait de faire, sans se préoccuper de ce qui est bien ou mal. Alors j'ai bien fait, comme elle m'a dit. J'ai suivi ses conseils, et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter les voix dans ma tête. Celles qui me disaient d'ajouter à ma collection, déjà très importante, celles qui se pâmaient devant leur téléphone, pensant qu'elles étaient belles, accumulant les likes et les commentaires de faux amoureux et de prédateurs en pagaille, n'hésitant pas à montrer des parties de leur corps, à s'exhiber juste pour avoir plus de notoriété. Je suis triste pour ce type de filles. Elles me font de la peine. C'est pour ça que je les ai choisies pour mon activité favorite. Je devais leur montrer que tout leur artifice extérieur ne pouvait pas changer ce qu'il y avait à l'intérieur de leur corps. Comme moi, elles avaient des organes, du sang, des artères, des os, tous ces morceaux du corps qu'il est si facile de trancher et de découper dans tous les sens avant de les tremper dans un de mes bocaux qui font ma fierté. Vous devriez voir ma collection. Sans me vanter, c'est la plus belle du monde. Je suis sûre que personne n'en a d'autres comme celle-là. Voir ses petits yeux flotter dans du liquide, me regardant parfois d'un air accusateur, comme pour me dire « Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être dans ce bocal? Pourquoi? Parce que t'es dégoûtante avec tous ces produits pour cacher ta peau imparfaite. On est comme on est, ça sert à rien de vouloir tout changer. C'est comme celles qui se font refaire les seins, les fesses ou d'autres parties de leur corps, dans le seul but de ressembler à une star ou juste pour attirer les garçons. C'est d'un navrant. Les garçons, ça sert à rien en plus. Ils ne pensent qu'à nous voir toutes nues
pour prendre des photos qu'ils gardent sur leur portable, pour les regarder plus tard en se touchant leur machin entre les jambes, pour avoir du plaisir qu'ils disent. Pfff, n'importe quoi. Pas besoin de ça pour avoir du plaisir. J'en sais quelque chose. Pour avoir cette sensation, il suffit juste de trouver une occupation saine et pleine de joie, avec un but à accomplir, comme celle que je fais. En particulier à Pâques, c'est la période que je préfère. Ça me permet de mettre mes beaux habits en dentelle et déambuler dans les rues à la recherche de corps pour se rajouter à ma collection. Les gens se moquent de moi quand ils me voient me balader à cette période. Ils disent que j'ai un grain, que les jeunes filles normales de 22 ans ne se baladent pas en déguisement de poupée grandeur nature avec une queue de cheval rattachée par une épingle à cheveux en forme de licorne. Mais je m'en moque de ce que les gens disent de moi. Ils sont jaloux, c'est tout. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne savent pas que moi, au contraire d'eux, je sais ce que c'est que de profiter de la vie. Quand je vois les airs tristes des filles adultes pleurer comme une petite fille parce que leur amoureux les a trompées ou encore d'autres faire des crises, crier après leurs copines parce qu'elles ont sali leur robe, je vois pas vraiment de différence entre les adultes et les enfants. Elles sont exactement pareilles. Donc, en fait, quand je prends des morceaux d'eux et que je les mets dans mon panier pour les emmener chez moi afin de rejoindre les autres filles avant elles, je leur rends service. Grâce à moi, elles ne sont plus tristes, elles ne pleurent plus, elles ne sont plus fâchées pour tout et n'importe quoi. Je suis en quelque sorte leur petite fée de délivrance, celle qui leur offre une vie meilleure, oubliant tout leur malheur. Oui, c'est ça. Je suis une sorte de super-héroïne, en les découpant, en perforant leur ventre pour récupérer leurs organes, en arrachant leurs yeux ou leurs oreilles, en écorchant leur visage, je leur permets d'accéder à un stade de sérénité. Quand je me mets en quête de celle que j'ai choisie, j'aime bien chanter. J'ai créé une petite chanson pour me donner du courage à sauver ces filles, malheureuses de leur vie pleine d'apparence et de strass inutiles. Vous voulez entendre ma chanson ? Oui ? Ça me fait plaisir. Vous au moins, vous me comprenez, j'en suis sûre. J'ai bien fait de faire cette vidéo sur ce site. Tenez, je vous chante le premier couplet. Moi j'aime le jour de Pâques, car on peut se régaler. Dans mon panier de Pâques, qu'est-ce qu'on peut bien trouver ? Tout plein de petits sacs et un couteau aiguisé. Une bouteille d'ammoniac pour plus les voir bouger. Elle est belle, hein ? Elle vous plaît tant que ça ? Je suis contente. Vous me comprenez tellement bien. C'est pas comme ces policiers qui sont venus une fois chez ma grand-mère où j'habite. Eux, ils avaient pas l'air d'aimer ma façon d'aider ces filles. Ils ont dit à ma grand-mère qu'ils m'avaient vu près des lieux où des meurtres avaient été commis. Pourquoi ils appellent ça des meurtres ? Je les tue pas. Ça, c'est les serial killers, comme on voit à la télévision, qui font ça. Eux, ils font du mal sans raison, sans savoir pourquoi ils le font. Ou alors, ils comprennent pas, aussi bien que moi, les voix qu'ils ont dans leur tête. Et ils font n'importe quoi. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis un ange de délivrance. Je sauve des filles qui ont oublié ce que c'était de vivre dans la joie. Finalement, les policiers sont partis après m'avoir posé plein de questions. Bien sûr, je ne leur ai pas parlé de ma collection. Ils auraient pas compris, comme tous les adultes. Il y a que ma grand-mère qui me comprend. C'est elle qui m'a appris comment conserver les morceaux que je découpais dans des bocaux. Elle qui m'a appris aussi comment extraire les meilleurs morceaux suivant le mal dont souffraient les filles que je choisissais de sauver. Celles qui souffraient à cause de l'amour. Je prenais leur cœur. Celles qui pleuraient parce qu'elles comprenaient pas comment réparer des choses. Je prenais leur cerveau. Celles qui faisaient tout tomber. Je prenais leurs doigts. Celles qui avaient du mal à respirer. Je prenais leurs poumons. Vous voyez, moi, je ne fais pas n'importe quoi. Je sais comment libérer de la meilleure façon celles qui méritent d'être sauvées.
Certaines fois, je sais qu'elles font semblant d'être heureuses. Elles font semblant de sourire en cherchant des lapins en chocolat avec leur petite sœur, leur petit frère. Elles font semblant de sourire en cherchant des lapins en chocolat avec leur petite sœur, leur petit frère. Elles font semblant d'aimer peindre des œufs de différentes couleurs avant de les mettre dans le jardin. Elles font semblant de montrer du bonheur devant leurs parents, devant un film spécial Pâques, comme il y en a tant durant cette période. Mais moi, je sais qu'elles se mentent à elles-mêmes. Au fond d'elles, elles sont malheureuses. C'est juste qu'elles n'osent pas le dire. Je sens leur tristesse, leur envie que leur peine s'arrête, leur désir de ne plus rien subir de mauvais. Alors, quand je vois ces filles, avec leur mal-être caché, je les note sur ma liste secrète, celles que je cache dans mon panier, avec mes outils spéciaux pour les libérer de leur souffrance. Ils sont sous un grand morceau de tissu, sur lequel j'ai mis des œufs, des poissons, des cloches en chocolat, pour pas qu'on les voie et qu'on devine que c'est moi, l'ange de la délivrance, qui agit dans la ville. Ma grand-mère m'a dit que ça devait rester secret. Personne ne devait savoir que c'était moi qui aidais ces jeunes filles à se libérer de tous leurs maux qui les rongeaient de l'intérieur. Comme je n'avais pas de costume de super-héroïne, ma grand-mère m'a dit que personne comprendrait que j'ai fait ça pour leur bien. Alors j'ai bien suivi les recommandations de ma grand-mère. C'est pour ça que j'agis que la nuit. Après avoir analysé les déplacements de celles que j'ai choisies, le reste de l'année, leur habitude, les lieux où elles allaient et où elles seraient seules, des endroits où je pourrais les libérer en enlevant la partie de leur corps qui les faisait souffrir. Elles ne se méfient pas de moi quand je m'approche d'elles. Qui se méfierait d'une enfant? Une enfant dans un corps d'adulte, comme elles disent, même si je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas une adulte. À part ma grand-mère, aucun adulte peut comprendre la détresse endurée par les filles. Et quand elles se retournent, incapables de deviner que je m'apprête à les sauver, je les endors avec mon petit flacon rempli de liquide pour qu'elles fassent de beaux rêves. Comme ça, elles ne se rendent compte de rien quand je leur enlève ce qui leur fait du mal. Le produit agit longtemps, ce qui me permet de procéder avec méthode, sans précipitation. Ma grand-mère m'a dit que c'était la clé pour une délivrance parfaite. Prendre son temps, découper délicatement les parties responsables du malheur de ces jeunes filles, pour ne pas mettre de sang. Prendre son temps, découper délicatement les parties responsables du malheur de ces jeunes filles. Pour ne pas mettre du sang sur ma belle robe, je mets un tablier qui recouvre presque tout mon corps, jusqu'aux pieds. Comme ça, mes souliers ne sont pas salis non plus. Suivant le cas, une délivrance dure d'1 quart d'heure à 1 heure. Tout dépend du mal. À certaines, je dois parfois leur enlever plusieurs morceaux, car elles ont plein de souffrances en elles. C'est celles-là qui prennent le plus de temps, mais elles sont tellement plus belles qu'avant, une fois fait ça. Je ressens leur plénitude à travers mon corps, en observant leur enveloppe charnelle au sol. Parfois, je caresse leur visage ou leurs cheveux, comme pour leur dire que désormais, grâce à moi, elles ne souffriront plus. Et c'est comme si je sentais qu'elles me remerciaient à ce moment-là. C'est comme si un souffle, venant de leur bouche, venait sur mon visage. Je suis tellement contente à cet instant, car je sais que j'ai sauvé une nouvelle jeune fille. Après ça, je quitte l'endroit du sauvetage et je reviens vers ma maison, où m'attend ma grand-mère pour m'aider à rajouter les morceaux dans les bocaux prévus à cet effet. Ces bocaux, ce sont les preuves de toutes les vies que j'ai sauvées, toutes ces jeunes filles qui ne souffriront plus jamais grâce à mes mains et mes petits doigts de fée salvatrices.
Pour l'instant, je ne peux pas dévoiler mon identité pour faire savoir au monde que je suis l'ange de la délivrance. Mais un jour, je sais que les adultes seront capables de comprendre. Ils mériteront de connaître le visage de celle qui a délivré leur fille, leur amie, leur mère du mal qui les habitait. C'est pour ça que j'arbore ce masque de lapin à vous qui regardez cette vidéo en ce moment. J'espère que ma grand-mère ne m'en voudra pas de cette petite entorse aux règles. Mais comme on ne voit pas mon visage et que j'ai utilisé un VPN pour masquer la provenance de la vidéo, ça me permet de continuer à cacher mon identité secrète. En attendant que mon rôle soit reconnu, je me contente de poursuivre ma mission en fredonnant ma chanson dans les rues sombres la nuit, après avoir libéré une nouvelle fille, moi qui suis le petit ange de Pâques que beaucoup espèrent rencontrer dans sa vie. J'en suis sûre. Moi j'aime le jour de Pâques, car on peut se régaler. Dans mon panier de Pâques, qu'est-ce qu'on peut bien trouver? Il y a des doigts en vrac et des langues arrachées, des yeux un peu opaques et un beau cœur broyé, Bonjour, aujourd'hui, on m'appelle Elisa Day. Mon nom d'avant, je ne m'en rappelle plus, malheureusement. J'ai beaucoup de brefs souvenirs de ma vie passée. Je sais que j'avais des parents merveilleux, 2 sœurs et un chien, mais je ne me rappelle plus en aucun cas leur nom. Je me souviens aussi que je vivais dans une ferme. Mon père était agriculteur. J'ai vécu à l'époque médiévale. Cela fait bien longtemps que je suis sur Terre maintenant. De vos jours, la vie est plus bruyante, mais la maladie n'emporte pas comme cela les gens. Même si je reste toujours vers cette belle rivière où j'écoute le vent et les passants qui s'y promènent, j'entends beaucoup de dires des passants sur la vie d'aujourd'hui. Par contre, mon histoire à moi est bien triste. Je suis d'Irlande exactement. Là-bas, beaucoup de gens connaissent mon histoire qui est passée de génération en génération. Mais si vous ne la connaissez en aucun cas, écoutez attentivement si vous êtes curieux. Il y a bien longtemps, dans le petit village où j'habitais, on disait souvent de moi que ma beauté ressemblait à celle des roses rouges sauvages qui poussaient le long du fleuve. Beaucoup d'hommes m'adulaient pour ma beauté. Je ne savais pas forcément pourquoi, mais c'est ce que l'on venait toujours me rapporter. Beaucoup venaient vers moi pour recevoir mon amour ou pour simplement me demander ma main. Je ne le voulais jamais, car je ne voyais en aucun cas dans ces hommes l'amour que j'aurais pu leur porter en retour. Je préférais rester auprès de ma famille. J'aimais ma famille. Ah, cela oui, je m'en souviens tellement. Mais un jour, un homme, dont je ne me souviens en aucun cas de son prénom, changea tout ceci. Cet homme vint donc dans le village où je vivais. Nous nous rencontrâmes sur la petite place du marché de mon village. Un voyageur exactement, qui fit un long voyage et qui tomba par inadvertance sur le village. Il tomba tout de suite amoureux de moi. Sa beauté à lui était sans pareil. Je n'avais jamais vu un homme aussi beau. Et je tomba donc bien évidemment moi aussi, follement amoureuse de lui. En un regard, je savais que c'était lui. Il me dévisagea et prit son courage pour venir me parler. Bonjour, jeune demoiselle. Votre beauté est sans pareil. Voudriez-vous me dire où est votre demeure? J'aimerais pouvoir vous courtiser. Je lui ai donc bien sûr expliqué où je demeurais pour qu'il puisse me rendre visite. Le lendemain, il vint me rendre visite chez moi, comme je m'en doutais. Il était si charmant. Il parla à mes parents pour pouvoir avoir leur permission de parler avec moi, ce qu'ils acceptèrent. Nous restâmes près de chez moi. Nous avons parlé de tout et de rien, lui continuant toujours à me regarder comme si j'étais une beauté sans pareille. Il me courtisa ce jour-ci comme jamais on ne m'avait courtisé. Vous êtes si belle, mademoiselle. Je n'ai jamais trouvé beauté pareille. Votre beauté me fait penser à une belle rose rouge couverte de la rosée du matin. On souhaiterait l'accueillir, mais nous n'osons pas par peur de faner cette si belle et douce rose.
Tout ce qu'il me disait était vraiment magnifique. Je tombais encore plus sous son charme. Il était si gentil et si doux, et cela se voyait que cela venait du cœur. Sa tendresse n'était tant pareille à sa sympathie. Il était attentionné et doux avec moi. Bien sûr, nous nous sommes en aucun cas échangé un baiser, mais quand il pouvait me poser un baiser tendrement sur la main, il le faisait dès qu'il le pouvait. La journée portait fin. Il me ramena en milieu. J'étais tellement ravie de la journée passée avec cet homme qui avait su toucher mon cœur. Le lendemain, il vint une seconde fois, mais cette fois-ci avec un magnifique présent, une rose rouge. Il me la donna en rétorquant « Comme vous ressemblez aux roses, je vous en importune pour que vous n'oubliez en aucun cas votre beauté. » Ensuite, il demanda à mes parents s'ils pouvaient passer du temps avec moi, mais que cette fois, il désirait m'emmener avec lui dans un endroit magnifique. Mes parents acceptèrent, pensant tous les deux que la demande de ma main se ferait bientôt. Nous montèrent dans sa calèche et nous arrivâmes là où poussèrent les roses sauvages. Le paysage était magnifique à voir, un paysage rempli de roses, toutes plus belles les unes que les autres. Ce jour-là, comme le paysage s'y prêtait, et dû à l'amour que je lui portais, nous échangeâmes notre premier baiser. C'était un tendre baiser passionnel. J'étais plus qu'émerveillée par tant d'amour. Toute la journée, il n'avait cesse de me dire que je ressemblais à ces roses. Si sauvage dans l'âme, mais si belle à regarder. J'étais plus qu'émerveillée par tant de compliments. La journée passa et bien sûr, il me ramena à mon domicile où il remercia mes parents. Je raconta à ma mère cette si belle journée. Elle en était plus qu'heureuse. Le 3e jour et dernier jour, cet homme dont j'étais amoureuse demanda encore une fois à mes parents s'ils pouvaient m'emmener en d'autres lieux pour se promener en ma compagnie. Encore une fois, mes parents acceptèrent pour leur plus grande joie. Il m'emmena cette fois près d'une rivière dont je ne connaissais malheureusement en aucun cas son existence, mais l'endroit se prêtait très bien à une demande en mariage. Alors, je pensa au fond de moi que l'homme allait donc demander ma main et qu'en arrivant chez moi, il demanderait donc l'accord de mon père, qu'il était sûr et certain d'avoir. Nous nous promenâmes près de la rivière, en n'échangeant aucun mot ni baiser. Je pensai immédiatement qu'il était bien stressé dû à la demande, mais quand je me retourna un instant pour regarder avec insistance une rose qui était là, au milieu de tout, j'entendis murmurer à mon oreille « Toute beauté doit mourir. » Je n'eus en aucun cas le temps de me retourner, qu'il me frappa avec un gros rocher à la tête. Ce coup me fut malheureusement fatal. Il me laissa, comme cela, au milieu de cette rivière dont je suis maintenant prisonnière. Morte, je vis encore tout de la suite. Il me mit une rose rouge entre mes dents, me poussa dans la rivière pour que je dérive, et je le vis, lui, s'éloigner au loin. Mon corps n'a malheureusement jamais été retrouvé. Je n'ai jamais pu revoir ma famille, mais je pense savoir qu'ils ont dû me pleurer. Comme je vous l'ai dit, depuis ce jour, je suis prisonnière de cette rivière. Mon âme erre le long de cette rivière, sans jamais pouvoir en sortir. Donc, je me promène le long à la recherche de mon corps. Certains m'ont souvent vu d'ailleurs me promener avec toujours cette rose dans ma main, que je chéris encore et toujours avec la marque de mon agresseur, le sang coulant le long de mon visage. On m'appelle aussi la rose sauvage, due certainement à mon histoire. Ma légende en Irlande, ils la connaissent malheureusement tous. Mon nom s'est effacé au fil du temps et je ne pourrais même pas vous le dire, car comme je l'ai déjà dit,
Je ne m'en souviens même pas. J'ignore qui était cet homme monstrueux. Je ne me souviens seulement de son si beau visage et de sa gentillesse profonde qu'il me faisait croire. Si vous me voyez, je ne vous ferai en aucun cas de mal. Plusieurs passants m'ont déjà bien vu en ayant peur de moi. Je ne cherche juste qu'une seule chose, mon corps, pour que mon âme soit enfin en paix. Vous connaissez maintenant ma véritable histoire. On a pris ma vie, car j'étais malheureusement belle. Je suis la preuve vivante qu'il existe une morale à l'amour. Tomber amoureuse conduit parfois à une merveilleuse joie, mais cela peut aussi conduire à un terrible chagrin. Bonjour Madame Tilieno, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Cela peut aller, docteur. J'ai encore un peu mal à la tête, mais ça va. Donc l'opération s'est très bien passée. Aujourd'hui, nous allons enfin voir si vos yeux voient correctement et si vous pouvez enfin enlever le bandage. D'accord ? Très bien, monsieur. Alors, tout va très bien. Je vous conseille de porter des lunettes de soleil pendant 1 mois. De temps à autre, vous les enlevez pour qu'ils s'habituent à la lumière. Mais si cela vous pique, surtout vous les remettez. Très bien, docteur. Merci énormément. Mais de rien, on se revoit dans 1 mois pour tout bien contrôler. Maintenant, vous voyez enfin. Alors profitez de la vie surtout. Profiter de la vie ? Mais ce médecin m'a fait quoi ? Pourquoi je lui ai laissé faire sa petite expérience sur moi ? Quand j'étais petite, j'ai eu ce qu'ils appelaient une dégénérescence oculaire des yeux, des 2 yeux. Eh oui, pas de chance. Je voyais jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Donc je sais enfin, plutôt, j'ai le souvenir de mes parents et de mon frère, de leur visage. Puis à partir de mes 6 ans, ma vue a commencé à se flouter. Les médecins ont dit que j'étais myope, mais aussi astigmate, presbyte, hypermétrope, et en plus de cela, j'avais des cataractes à chaque œil. Enfin, tous les troubles de la vision possibles. Donc, l'ophtalmologue a bien compris que ce serait difficile de me soigner. Il l'a d'ailleurs dit à mes parents. Ils ont été dévastés. Moi, à l'époque, je l'avoue, je n'ai pas compris un seul instant ce qu'il se passait. Ils ont essayé de me soigner. J'allais à l'hôpital et à l'ophtalmologue, mais rien n'y a fait. J'ai perdu la vue 2 ans après, vers l'âge de 8 ans. C'est à cet âge que j'ai compris que ma vie serait différente. J'ai appris le braille pour pouvoir lire et me cultiver, et bien sûr, j'ai changé d'école. Une école pour aveugles. Mes parents ont tout essayé. À l'âge de mes 15 ans, j'ai tenté une première fois une opération qui s'est soldée par un échec. J'ai retenté à l'âge de mes 18 ans, puis de mes 22 ans, et j'ai abandonné. Toutes ces opérations n'étaient qu'échecs. Je m'étais résiliée à mon sort, jusqu'à qu'il y a quelque temps, un médecin me contacte et me dise qu'il m'avait choisi pour une nouvelle forme d'opération qu'il avait mis au point, que je ne dépenserais aucun argent, il prenait tout à ses frais et il était sûr que ça marcherait. C'était comme des yeux électroniques à ce qu'il m'avait raconté. Je n'ai pas tout compris à son charabia médical, mais de ce que j'ai très bien compris, c'est que l'opération marcherait à 100% et que j'aurais les yeux les plus performants que personne n'ait jamais eus. J'en ai bien sûr parlé à mes parents, car je trouvais ça bizarre que l'on me contacte moi. Mes parents m'ont dit de foncer, que c'était peut-être ma chance et que je devais prendre rendez-vous avec lui. Ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée au rendez-vous, c'était bien un hôpital, ou plutôt un hôpital scientifique, où ils essayaient de développer de nouvelles choses pour rendre les membres perdus aux personnes qu'ils n'y arrivaient pas. Enfin, bizarre dit comme ça, mais des personnes qui avaient tout essayé comme opération pour leurs membres, et par exemple dans mon cas, revoir un jour. Et ils choisissaient donc les dossiers en fonction de leur expérience médicale passée. Un bon samaritain, je me suis dit. La société s'appelait Coratec. J'étais ravie de ce rendez-vous. Mais je ne pouvais pas faire tout de suite l'opération
Je devais attendre un mois le temps de prendre un traitement qu'il m'avait donné pour que mon organisme accepte mes nouveaux yeux. Et aujourd'hui, je vous le dis, je m'en veux. Je n'aurais pas dû faire ça, car j'étais beaucoup mieux avant, en vivant dans le noir, en étant aveugle. C'est une catastrophe ce qui m'arrive. Je vois des choses que je ne devrais pas voir et que je n'arrive plus à supporter. Quand je suis sortie de l'hôpital, tout allait bien. Pourtant, plus les jours passent, plus cela devient dur. Vivement ce nouveau rendez-vous avec ce médecin, que j'ai des explications, car voir tout cela n'est plus possible. Je vois des choses irréelles, des choses inexplicables. C'est affreux. Bonjour Madame Tilieno. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Vous vous adaptez bien à vos nouveaux yeux? Non, docteur. Je veux qu'on me les retire au plus vite. Mais pourquoi donc Madame Tilieno? Je vois des choses anormales, docteur Izinic. Et quand cela se produit, j'ai mal au crâne. Quelle chose? Dites-moi en plus que je regarde ce que nous pouvons faire. Je vois des personnes qui se floutent, qui me parlent, que personne ne voit à part moi, des espèces de monstres avec des cornes, et des personnes qui se jettent sous des bus ou qui font des actions pour se tuer, mais qui ne sont pas là, comme si tout ça n'existait pas. D'accord. Nous allons donc baisser votre vue, cela veut dire qu'elle est trop haute. Venez avec moi. C'est bien ça. À partir de maintenant, cela ira mieux, je vous assure. Merci, docteur. On se revoit bientôt. Je vous rappelle très vite pour un rendez-vous, car j'ai d'autres personnes à aller voir et le rendez-vous de contrôle a duré un peu plus longtemps que prévu. Très bien. J'attends votre coup de fil. Bonne journée, docteur. Et encore merci. Bonne journée à vous aussi, Madame Tilieno. En rentrant à la maison pendant 2 jours, c'est allé. Et puis cela a été pire. Mon cas s'est aggravé. Je voyais des choses dignes de films d'horreur. Ces bêtes essayaient de venir vers moi comme s'ils savaient que je les voyais. Et ces choses, je pense à des fantômes, venaient vers moi. Ils étaient horribles. Je pouvais voir des personnes sans jambes se traîner jusqu'à moi. Ou même des personnes défigurées ou encore des enfants à l'air terrifiants. Ils essayaient de me parler mais je n'entendais rien. Je les voyais seulement. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, de peur de tomber sur une de ces choses. J'ai donc appelé le docteur Izinic. Il ne me répondait pas. Je lui ai laissé un message pour qu'il me rappelle rapidement. Docteur Izinic, c'est Madame Tilieno, répondez-moi. C'est pire, j'ai besoin d'aide rapidement. Enlevez-moi ces yeux. Je veux un rendez-vous, s'il vous plaît. Et je lui ai laissé plusieurs messages de ce style. Mais il ne m'a jamais répondu. Je ne comprenais pas pourquoi il me laissait comme ça. J'étais une simple expérience pour lui. Je ne voulais plus les voir, ces horribles choses. Je ne le souhaitais à personne. Vivre comme ça, avoir comme des personnes mortes est terrible et insupportable. Cela fait devenir fou, complètement fou. Oui, j'étais devenue complètement folle. Et pour moi, la seule solution était de ne plus voir, de redevenir aveugle pour enfin être dans le noir comme avant. Alors, j'ai décidé d'aller le voir, à son hôpital scientifique. J'ai pris mon courage à 2 mains pour y aller, mais j'y suis allée. Quand je suis arrivée, je transpirais de peur. On aurait pu croire que je me droguais tellement que je psychotais. La secrétaire ne voulait pas l'appeler, car soi-disant, le médecin était en rendez-vous. Alors, j'ai pris les devants. J'ai couru jusqu'à son bureau pour que les agents de sécurité ne me rattrapent pas. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte. Le médecin était là, et seul. Mais que faites-vous ici? Je vous ai laissé des messages, plusieurs messages. Enlevez-moi ces maudits yeux! Non, Madame Tilieno, je les ai faits spécialement pour vous. C'est un chef-d'œuvre, voyons. Vous vouliez voir? Vous l'avez toujours désiré? Eh bien voilà, vous voyez, et vous voyez même mieux que tous. Enfin, soyez heureuse. Je n'ai jamais demandé ça! Bien sûr que si, vous l'avez demandé. En faisant toutes ces opérations, j'ai lu votre dossier et je savais que vous étiez compatible. La seule compatible avec ces appareils électroniques oculaires. Mais je ne veux pas voir ces choses! Mais vous voyez ce que les êtres humains ne voient pas.
L'être humain qui ne peut voir que le monde réel. Vous pouvez voir beaucoup plus. Soyez-en ravis. Non, je préfère être aveugle que voir cela. Enlevez-les-moi! Enlevez-les-moi! Enlevez-les-moi tout de suite! Non, vous serez obligé de vivre comme ça jusqu'à la fin. Malheureusement, il ne s'enlève pas. J'ai très bien compris. Il m'avait dupé depuis le début. C'était juste un scientifique fou qui s'amusait de ses patients. Il ne voulait pas me les enlever, car comme il l'avait dit, j'étais la seule à les accepter. Alors, j'ai regardé autour de moi et j'ai pris un coupe-papier qui traînait sur son bureau. Il a tout de suite compris ce que j'allais faire. Ne faites pas ça. Vous ne voulez pas me les enlever? Alors c'est moi qui le ferai, docteur Zénic. Je ne peux pas vous les enlever, je vous l'ai dit. Très bien. D'un coup sec, je me suis crevé ses yeux maudits avec le coupe-papier. Je ne voyais plus rien. J'étais enfin libérée de ces souffrances de voir ces horribles choses dont le docteur avait parlé. Pour lui, ce n'était qu'un jeu. Alors j'ai arrêté son jeu. J'avais retrouvé le sourire. Oui, je souriais enfin. Le plus drôle, c'est que la dernière chose que j'ai vue est aussi la première chose que j'ai vue. Ce foutu docteur qui m'avait rendu une vue effroyable. Et la dernière chose que j'ai entendue, après m'être effondrée au sol, est... Non!